Bonjour, c'est le temps d'une bière. Puis aujourd'hui, pour le temps d'une bière, on va parler de biérologie avec Pascal Ladouceur. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que cet épisode, qui va être fortement houblonné, d'ailleurs assaisonné à la IPA, est commandité par les bières philosophales qui sont basées à Montréal. Non, c'est pas vrai, ils sont basées à Mirabel. Écoutez, allez les voir, sont d'une extrême sympathie. Dès que vous entrez, il y a un petit bar qui vous accueille avec quelqu'un les grands bras ouverts, qui vous dit bienvenue chez nous. Et l'accueil est impeccable. Les bières ont une démarche et surtout, il y a de la sympathie puis de l'expertise au rendez-vous. Si vous avez la chance de rencontrer leur brasseur, Max, vous allez voir que c'est un tripeux d'histoire et d'alchimie. Je vous niaise pas, c'est quelqu'un qui aime l'alchimie. Donc, allez les voir. Ils sont au 1834 rue J.A. Bombardier à Mirabel. Leur nom, c'est les bières philosophales. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la biérologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce que ça nous apprend? Fait que Pascal, comment ça va? Ben, ça va très bien, toi? Ça va super bien. Je suis tellement excité. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais c'est notre premier épisode ici qu'on fait de façon officielle dans notre nouveau studio ici du temps d'une bière. Et juste ça, là, ça mérite une gorgée. Ben, juste ça, moi, je trouve ça excitant. C'est pas mon studio, imagine. Hey, ça me fait plaisir de te recevoir ici pour le temps d'une bière. Ben, merci de m'avoir invité. Bière d'ailleurs qui... Ouh, un petit côté légèrement crémeux, acidulé. Là, tu vas me dire, tu vas me corriger évidemment si j'utilise vraiment pas les bons mots, mais il y a un tout petit côté sûr, ça se peut-tu? Est-ce que tu goûtes ça? Ça, c'est une bière là, qu'on goûte ici, une Norsk IPA du nom de Splendis Solaris qui nous a été fournie par les bières philosophales. Et moi, évidemment, j'ai un gros défaut pour quelqu'un qui anime un balado sur la bière et son histoire, c'est que mon nez est absolument défectueux. Je ne fais Oh pas confiance à non! mon nez pour quoi que ce soit, mais j'aime la bière. J'aime cette bière-là en particulier. Fait que là, c'est possible que je t'ai dit des mots qui ont pour toi absolument aucun sens. Ben, si tu veux mon opinion, Mhm. la bière, elle est très bonne. Je ne vois pas le côté sûr, le côté céréal est très là, le côté houblon est très là. Mhm. Euh, et on voit à la caméra, je ne sais pas si on la voit, mais elle n'est pas, elle est pas claire. On voit que on peut pas voir au travers. Puis ça, j'aime ça. Moi, j'aime le Tu côté préfères crémeux. les bières troubles? Est-ce que tu la trouves crémeuse aussi, premièrement? Oui, légèrement. OK. Légèrement crémeuse. Je me demande justement s'il n'y a pas de ce qu'on appelle la lactose qui a été rajoutée. Je me demande. C'est une bonne question, Faudrait ça. regarder la canette. Moi, je vais confirmer ça directement avec mes sources. Fantastique. Mais moi, ça a été une vraie découverte, cette microbrasserie-là. J'allais voir un chum à Montréal, je suis passé, je me suis dit, quelle microbrasserie est-ce que je pourrais investiguer à la sortie de Montréal, parce que je voulais pas avoir le trouble du stationnement à Montréal, Hmm. évidemment. Puis là, je leur ai envoyé un message, et ils m'ont répondu tout de suite, ils m'ont dit, viens nous voir, puis on a parlé pendant 2 heures, y compris d'alchimie puis d'ingrédients qu'il y avait dans les bières, il y a pas très, ben, je veux dire, il y a pas très longtemps. Il y a très longtemps, il y a à peu près 5 ou 6 ans. Ils m'ont parlé d'une recette de bière qu'ils ont qui date d'une recette de 1310. Puis moi, bien évidemment, c'est directement dans mes cordes parce que ce qui m'intéresse, c'est l'histoire du quotidien chez les anciens, que ce soit au Moyen Âge ou dans l'Antiquité. Puis, ben, tu sais, qu'est-ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Mais là, on retourne un peu à nos moutons d'aujourd'hui, c'est-à-dire la biérologie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, et surtout qu'est-ce que ça boit en été? Ben, tu viens de parler des ingrédients de la bière. Mhm, Donc, quelque chose qui te passionne, l'alchimie. mhm, Donc, biérologue, en réalité, euh, c'est un mot qui est reconnu par la langue par l'Office de langue québécoise depuis 2019 seulement. Donc, ah avant oui. ça, c'était pas reconnu. C'est un Belge qui est venu avec ce nom-là quelque part. Euh, donc, un biérologue, ça peut être quasiment n'importe qui. Honnêtement, c'est plate à dire. C'est quelqu'un qui s'y connaît en bière, qui Mhm, s'y connaît, qui est capable de te présenter de la bière. Quelqu'un qui s'y connaît en ingrédients, qui s'y connaît en goût, qui s'y connaît à peu près dans tout ce qui est connexe à la bière. mhm. C'est clair que quelqu'un qui voulait avoir une certaine certification, il y a rien qui gouverne ou qui va gérer le titre biérologue vraiment. En Belgique, ils sont un petit peu plus ouverts sur ça. Il y a beaucoup plus de choses. Mais ailleurs, biérologue, là, je te dirais que c'est une certaine certification que tu peux obtenir. Moi, j'ai été la chercher au M-Bière à Montréal, qui est au même endroit que euh, le Brouhaha Pub à OK. Montréal. Donc, à ce moment-là,
j'ai appris en croisant des gens à gauche et à droite. Moi, j'ai croisé un certain Mario Daire Ah oui, dans Mario une Daire. sortie. Je le connais bien, je l'aime beaucoup, Mario Daire. J'ai adoré. Je l'ai croisé une couple de fois, Mario, et puis je me souviens, c'était un événement, je crois que c'était pas de bière, c'était de toutes sortes de choses, là, vraiment des choses locaux. À Gatineau, plus spécifiquement à Hull, je l'ai croisé, il était avec sa femme, Mhm. et les deux, on avait déjà quelques consommations de prise, et on s'est jasé. Et en jasant comme ça, il me dit, Pascal, il dit, j'ai monté une espèce de cours, ça devrait t'intéresser si tu passionnes autant que ça de la bière. Donc, peut-être que tu devrais le suivre. J'ai dit, ben oui, j'ai pris ça en note. Moi, j'étais certain que c'était pour être à Gatineau. J'étais certain que c'est lui qui était pour présenter le cours, surtout que Mhm. lui, il est enseignant. Je Ouais. pense au primaire, je suis pas certain, là. Mais Mario Daire, il faut le dire, il a joué un grand rôle dans... Comment on pourrait dire ça? Le rôle est tellement grand qu'il est difficile à spécifier, mais disons la popularisation, la démocratisation, la pédagogie aussi Mhm. autour de la bière, mais aussi euh, de l'univers dans lequel la bière fonctionne, c'est-à-dire de l'écosystème de la bière. Est-ce que c'est juste comme description? Oui, non, c'est juste. Ouais. C'est juste, puis justement, la dégustation et comment la déguster, c'est quelque Mhm. chose que moi, je pourrais m'asseoir devant Mario et l'écouter parler juste de dégustation. À un moment Mhm. donné, il essayait de promouvoir beaucoup la dégustation à l'aveugle, dans Mhm. un verre noir qu'on ne voyait pas le contenu du tout. Mhm. Puis, quand tu veux vraiment développer l'odorat ou vraiment le goût et ne pas être influencé par ce que tu vois, Mhm. non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que tu as une idée d'à quel point les gens se trompent d'habitude quand ils passent d'un verre transparent dans lequel ils peuvent voir le contenu, puis après ça te dire le coude à côté sur la table, oui, c'est bel et bien telle bière, puis après ça, les mêmes personnes avec la même attitude, les mêmes connaissances qui boivent une bière dont ils ne peuvent pas voir grand-chose. Mhm. C'est sûr qu'il y a des études qui existent là-dedans, à quel point les gens exagèrent, mettons, leur connaissance. Oui, oh oui. Je suis persuadé. Je suis persuadé que moi-même, après quelques consommations, je vais être influencé par énormément de choses. Et Ah ben oui, ça c'est sûr là, que plus on boit, moins on est fiable. oh oui, Mais pour revenir au cours, donc tu disais que Mario Daire a fait le cours ou en tout cas a contribué à le monter? on Ça vient de contribué lui, là. énormément Ouais, OK. à beaucoup de contenu. Ça a été envoyé à une charmante dame qui s'appelle Marilou Cathy. Mhm, Marilou a pris tout ça, a mis ça en place avec les années, a fait des modifications au cours. Donc, ce cours-là est un côté historique, évidemment, donc d'où vient la bière. mhm, Donc, on étudie pas mal l'Allemagne, mhm, on étudie la Belgique. Ensuite de mhm. ça, le troisième centre d'influence, c'est euh, Écosse, Irlande, Angleterre, en une Ces partie, ailes-là. tout ça. Et après ça, c'est certain qu'il faut qu'on passe par les États-Unis, même s'ils sont beaucoup plus Ah tard. tiens, j'aurais pensé que tu m'aurais parlé de la Tchéquie ou de la Ouais, Bohème. non, mais non. En ce moment, malheureusement, heureusement, ça dépend Il du faut se côté. concentrer, là. Il faut choisir ses C'est batailles. ça. Donc, les États-Unis ont une très grande part en ce moment de toute la transformation, de la commercialisation et tout ce qu'on voudra là, sur la microbrasserie. Mhm, Donc, c'est les 4 pôles d'études. Et en plus, ben là, quand on a compris d'où vient la bière et on peut comparer un peu le tout, ben là, on comprend les ingrédients. Tu vas parler mhm, d'ingrédients, donc on va parler beaucoup de l'importance de l'eau, l'importance de la céréale, l'importance du houblon, l'importance de la levure. Et tout mhm. dépend de quelle sorte de bière que tu veux goûter, que tu veux confectionner. Ben là, c'est ça. Les influences sont très fortes. Donc, on étudie beaucoup ça. Et en plus, ben, les défauts de la bière. Il y a vraiment un cours complet seulement sur les défauts de la bière, les reconnaître et Mhm. savoir pourquoi est-ce qu'une bière sent la moufette, pourquoi qu'une bière... Sans le plaster, sans le band-aid. oui, Excusez-moi pour nos amis francophones, le mot en français m'échappe. Le diapason. oui, C'est ça, c'est des diapasons. le plaster. Mais oui, le diapason. Donc, C'est fascinant. Écoute, il y a un de mes amis qui a brassé de la bière pendant un certain temps, qui m'a offert pour Noël, et je le remercie encore, merci Simon, euh,
un livre de John Palmer. C'est un peu une des autorités, je pense, sur l'introduction au brassage. Et puis, il y a un chapitre au complet, peut-être même plus qu'un, dédié à la reconnaissance et en fait l'identification des différents arrière-goûts indésirables. Puis, j'étais sidéré quand j'ai ouvert ça. Je ne m'attendais pas à ce que, justement, il y ait des exemples si spécifiques qu'un goût de diapason. Oui, mais il y a des endroits qui vont parler du goût de la gomme, la bubble gum, excusez, encore en anglicisme, mauve, là, tu sais, qui goûte pas bon. Mauve? Oui, Ça précise que l'arrière-goût, c'est non seulement de la gomme, mais c'est que c'est mauve. C'est une gomme mauve, là, puis les gens vont... les gens qui ont mon âge vont faire « Ah oui, je me souviens de cette gomme mauve. » On a tous déjà mangé de la gomme mauve dans la vie, là, hein? Pascal, voyons. mais c'est même utilisé dans certaines comparaisons, une bière qui pourrait goûter. C'est un goût qui n'est pas recherché. Puis encore, puis je ne veux pas partir trop longtemps là-dessus, mais quand on pense à la Grolsch, la Grolsch utilise une bouteille qui n'est pas brune. Elle est plus opaque. Elle est plus transparente. Ben en fait, elle est verte. Est-ce que c'est pas un problème, ça, pour la préservation de la bière? Exactement. Pourquoi c'est un problème, d'ailleurs? Ben, c'est la lumière. Donc, la lumière vient avoir un effet sur ta bière. Donc, si tu exposes ta bière, comme nous, on est dans un verre qui est transparent, la lumière, surtout le soleil, peut avoir une influence sur ton goût et venir donner de l'odeur qui est vraiment pas recherchée. Mais, je ne sais pas le pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, mais à un moment donné, la Grolsch ont fait l'erreur d'utiliser des bouteilles qui n'étaient pas brunes. Et ce goût-là ou cette erreur-là est venue tellement populaire que quand ils ont voulu changer les bouteilles, ça ne marchait plus parce qu'elles ne goûtaient plus la même chose. Tu es en train de me dire qu'ils ont dû conserver la même erreur, sachant que c'était une erreur. Exact. En faisant le calcul rationnel qu'ils allaient être moins populaires et moins achetés s'ils corrigeaient l'erreur. Exactement. Donc, c'est voulu. C'est bizarre, c'était pas voulu à l'origine, mais c'est voulu aujourd'hui. Mais là, moi, ça me fait me demander, qu'est-ce qui fait qu'en dépit qu'il y ait un goût de bière qui a été salopée par la lumière, que cette bière-là soit restée, ou plutôt que cette compagnie-là soit restée populaire? Qu'est-ce que Grolsch fait pour avoir ce succès-là? Moi, je me dis qu'il y a une partie de ça, peut-être pas une si grosse partie, qui est due aux brasseurs maison qui, comme moi, collectionnent leurs bouteilles parce que comme ça, à l'embouteillage, il y avait quelques étapes qui pourraient représenter soit plus de travail ou un risque de contamination additionnel. Oui, moi j'aime beaucoup la bouteille, facile à embouteiller, facile à conserver. J'en ai plusieurs à la maison dans une boîte que je vais aseptiser la prochaine fois que je vais brasser. Si un jour je rebrasse, parce que ça pourrait être un autre sujet de conversation. C'est vrai, je t'ai même pas posé la question, j'ai juste pris pour acquis que tu brassais de la bière à la maison. J'ai brassé de deux façons grâce à des amis. OK. Le faire par moi-même, je ne l'ai pas fait, moi tout seul. Mais la première fois qu'on a brassé, on avait un espèce de vieux couleur qu'on a fait un trou à l'intérieur, qu'on a mis un tuyau tout autour, on a mis un bout en cope. Et puis là, on cassait notre grain nous-mêmes, on le moulait, on le mettait dedans, puis là, on mettait notre eau, et puis il fallait vraiment garder la température le plus longtemps possible qu'on voulait avec le thermomètre. C'était compliqué. Si je comprends bien, c'était à mi-chemin entre à la bonne franquette puis broche à foin. Oui, c'est ça. Et on a jeté énormément de... Tu veux dire, vous en avez raté une couple? Ah oui, plusieurs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas meilleur incitatif à s'améliorer que de faire une erreur et d'en voir les conséquences. Oui, sauf qu'à un moment donné, le type, mon ami, qui était avec moi puis qui voulait brasser avec moi, moi, je suis le genre à vouloir essayer des choses. Puis lui, il était... Non, on n'a pas corrigé nos erreurs encore. On peut-tu faire une lager bien ordinaire, là? Ouais. Oh, ça me tente pas. Oui, on va y aller très classique. Pas qu'on me rappelle, mais rajouter ça, puis essaye donc ça. Si on mettait un peu de mélasse, ça sera bon. Ou du miel. Non, Pascal, non, on reste ça. Ça, là, c'est un dilemme que je connais bien. Je l'ai vécu moi-même avec des amis avec qui j'ai brassé. Et puis, toujours, on voit l'opportunité de faire un nouveau brassage comme une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Et c'est toujours un coup d'option qui nous force à pas corriger les erreurs d'en arrière. Parce que, tu sais, pour corriger une erreur, il faut que tu fasses la même chose en changeant une variable. Mais si tu changes toutes les variables, ben, tu n'es pas sûr d'avoir corrigé ton erreur. Voilà.
Fait que ça, c'est un des dilemmes que tu as quand tu veux brasser à domicile. Mais est-ce que pour être biérologue, il faut avoir une expérience de brasseur? Non, non. Il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion, il faut aimer ça, il faut avoir le goût, parce que c'est vraiment être capable de reconnaître, pas comme la certification, il y a une certification qui existe, Là, Cicérone. tu parles du Québec. Est-ce que c'est le Québec? Est-ce qu'au Québec, il y a juste une formation pour être biérologue? Est-ce qu'il y a différents instituts? À ce que je sache, oui. Il y en a seulement qu'une À Montréal. à Montréal. Puis Cicérone, c'est où? Cicérone, c'est la certification reconnue qui est l'équivalent de pour le vin, De sommelier. le sommelier. Donc, c'est Mhm. vraiment l'équivalent. Puis, il y a 4 niveaux de certification pour le Cicérone. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, qui ne me tentait pas à l'époque, mais aujourd'hui, le premier niveau, c'est quelque chose qui me tente. Je l'ai en note à quelque part, je pourrais regarder. Là. Mais Cicérone, d'abord, c'est basé où? C'est-tu au Québec? C'est en France, peut-être en Belgique? Je suis pas certain. Ça aurait du sens, c'est en Belgique. Je suis pas certain. Hmm. Mais tout ce qui est fait par Cicérone est en anglais. Il y a un site en français qui t'explique très bien les démarches à suivre, mais ils t'avertissent que la formation est en anglais uniquement. On m'avait dit qu'à Toronto, le premier niveau avait été traduit entièrement en français, pour on pouvait le faire. C'est 65 $ pour faire l'examen. Tu as le droit de faire 2 fois. Ça te prend 75 % pour réussir. Si tu réussis 75 %, c'est 60 questions à choix multiples. Et si tu réussis 75 %, mais tu as ta certification, ton premier niveau de Cicérone. Et ça, il faut faire une distinction. C'est pour devenir biérologue ou sommelier en bière? C'est vraiment le premier niveau de sommelier en bière. OK. Ce qui est un métier qui existe vraiment. Je pense que j'avais rencontré quelqu'un aussi récemment dans mon passage à Montréal qui était lui-même sommelier en bière, qui est un métier que je voulais investiguer parce que j'étais curieux de savoir comment sommelier en bière, ça se compare avec sommelier en vin. Oui. Moi, bientôt, là, je m'apprête à aller à Bordeaux. Puis là, je vais rencontrer quelques sommeliers, si tout va bien. Puis je vais les inviter très fortement et très gentiment à me parler de l'histoire du vin en France. Mais ça, je vais réserver ça pour une autre conversation. Donc, dans les cours de biérologie à Montréal, montés sous forte contribution de Mario Daire, on voit plusieurs choses. Donc, les grands styles de bière. Donc, beaucoup de contexte historique. Puis après ça, tu as parlé aussi du rôle de l'eau. Et puis, le rôle de la céréale. Mhm. Moi, tu le sais, je suis un grand fan de l'histoire des ingrédients puis de la céréale. Qu'est-ce qu'on apprend dans un cours de biologie sur, tu sais, qu'est-ce que la céréale a comme importance dans une bière? C'est une question très, très, très large, j'en suis conscient. Mais tu sais, je t'invite à me dire vraiment, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la céréale dans une bière? De la bière, c'est du pain liquide. C'est ça que c'est. C'est la devise officielle de la Tchéquie, je pense. C'est vraiment... et pensez-y. Il y a des gens qui mangent que du pain blanc, et c'est toujours la même chose. Puis ils vont prendre le pain le moins cher, commercial. Donc, là, je pensais à la bière classique commerciale que je ne nommerai pas, mais il y en a qui sont peut-être un peu plates et qui goûtent l'eau. Donc, dans le pain, c'est la même chose. Mais le céréale vient d'avoir un très gros impact. Si on veut mettre du seigle, si on veut mettre de l'avoine, là, on a des pains 8 céréales, 12 céréales, 16 Il peut y avoir céréales. des bières 8 céréales aussi. Il y a des pains avec au fromage, avec des pains à l'oignon, des pains aux olives, tu as des pains aux fruits. On vient toucher à toutes sortes d'ingrédients différents, mais la céréale en tant que telle a un gros, gros, gros impact. Moi, je regarde ça d'un point de vue métahistorique, dans lequel on risque de complètement faire dévier la conversation, mais je prends le risque au nom de l'intérêt qu'on a toutes les deux pour la céréale. Il y a eu un archéologue de la bière dans les années 50-60 qui a fait une espèce de symposium aux États-Unis pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui est venu en premier, le pain ou la bière? Il y a eu à peu près 5 experts qui se sont prononcés. Il y en a un qui était neutre, il y en a 2 qui étaient pour, 2 qui étaient contre. Puis un des enjeux qui a été soulevé, c'est le type de céréales qui existait à l'époque dans les premières civilisations agraires. Puis une des trouvailles qui n'est pas absolument définitive, qui est disputée, mais qui n'est pas facilement négligeable, c'est que les céréales qui étaient disponibles à l'époque n'avaient pas un rendement énorme et surtout n'étaient pas
intuitivement prédisposés à faire du pain. Ce qui veut dire que si tu es en Mésopotamie ou en Égypte, avec le type de céréales qui poussait au tout début de l'agriculture ou juste avant, une meilleure utilisation, une utilisation optimale pour ton grain de l'époque qui était disponible dans la région, c'était pas du pain, c'était de la bière. Puis ça, c'est corroboré par certaines recherches, qui sont pas définitives non plus, qui disent que, dépendamment de la région puis du grain qui poussait, il arrivait des fois que tu avais un meilleur apport calorifique dans ta bière. Puis ça s'applique surtout au Moyen Âge, où est-ce que les archives sont un petit peu plus... Pas les archives, mais les traces archéologiques sont... Et les archives, et les recettes, et le récit de l'Église catholique, puis des princes qui sont juste plus nombreux. Bref, tout ça suggère que, effectivement, une bière non pasteurisée, à base de certains grains, peut être plus nutritionnelle que plusieurs catégories de pain. Mais c'est jamais définitif, parce que tout ça est pas très investigué, disons. C'est quand même, disons, un champ d'études très marginal. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que l'alcool, ou en tout cas la bière, est une façon intéressante d'examiner le rôle de la céréale dans le temps. Mais tu sais, ça me fait envie ça me donne envie de te demander, qu'est-ce que, mettons, l'utilisation d'une céréale comme le seigle va changer dans la bière? Ça va changer le goût Mhm. énormément. Excuse-moi. Ça va changer le goût énormément. Donc, si tu prends du seigle, et même une bière régulière, c'est rarement seulement qu'un type de grain. Mhm. Seulement que de l'orge. Des fois, on mélange avoine, orge, seigle. Et il y a des gens à la maison qui nous regardent probablement et qui vont dire, ah ben ça va probablement avoir un impact sur la couleur. Pas vraiment, parce que... Ça dépend de la quantité, du ratio. Ça dépend du ratio, mais habituellement, la couleur, c'est parce que ton grain a été rôti, a été grillé à Ah une oui, certaine oui. façon. Donc, quand on va boire une Weissen, une bière blanche allemande, ben, c'est une bière qui a beaucoup de blé. Ça n'est pas que du blé, habituellement, mais ça va être beaucoup, beaucoup de blé. Et ça va être un blé qui n'est pas rôti du tout. Par contre, il y a une bière noire versus une bière rousse. Souvent, c'est exactement la même céréale qu'on va tout simplement rôtir plus longtemps. De la même façon que le café. Un café qui juste parce que j'essaie d'utiliser les mots français. Torréfié. Torréfié, merci. J'ai eu le même problème. J'ai eu le même problème il y a plusieurs mois. C'est la torréfication. Donc, ça a un gros impact. Ça donne du goût également. Mhm. Mais du riz, ça goûte pas grand-chose. Il y a des gens qui se plaignent que certaines grandes brasseries vont utiliser le riz pour couper dans le cou. Aux États-Unis, ça fait scandale au 19e siècle quand les Allemands sont arrivés avec des Irlandais avec une soif de bière qui existait à peu près pas parce que les Américains préféraient le cidre et le whisky. Donc, on commence à faire de la bière. Les Allemands réalisent que c'est pas le même. C'est pas le même. Attends, je m'apprête à dire une niaiserie ici, là. C'est pas la même céréale qui pousse, c'est pas le même blé ou le même orge. Tu sais, il y a 2-row puis 6-row. Oui, Ça, c'est de l'orge ou du blé? 6-row? l'orge. C'est de l'orge, ok, parfait. Donc, c'était pas le même orge. Fait que l'orge, aux États-Unis, qui poussait, qui était disponible, qui était là, qui allait bien, qui était commercialement disponible, etc., mais c'était du 6-row. Puis ça ajoute des protéines, ça ajoute de la turbidité, ça ajoute du sédiment, ça nuit à la transparence de la bière, ça crée de gros problèmes. Fait que là, nos brasseurs fraîchement arrivés d'Europe avec leurs propres attentes qui commencent à développer ça parce que les grandes marques, c'est toutes des marques allemandes. Les autres se disent, ben on va utiliser ce qu'on a. On va utiliser des choses qui sont disponibles. On va utiliser des choses qui coûtent pas cher. Qu'est-ce qui coûtait pas cher? Le riz, qui est devenu un auxiliaire, qui est devenu une espèce d'apport qui coûtait pas grand-chose, mais surtout qui n'ajoutait aucune trace de goût, qui faisait juste fournir un sucre quasiment parfait dans le sens que ça vient pas faire déraper ta recette, ça fait juste ajouter un potentiel d'alcool de plus, donc tu baisses tes coûts. Mais ça a fait scandale, parce que là, d'autres puristes américains qui voient des Irlandais et des Allemands arriver, proposer du riz. En fait, c'était pas juste eux. Là. Il y avait aussi des Américains qui proposaient de mettre du riz. Puis les gens se poursuivaient à cause de si oui ou non ils ajoutaient du riz dans leur bière. Il y avait des procès de la lagueur basés là-dessus. Ah oui, je suis pas surpris. Puis, ben, c'est pas vraiment étonnant parce que, ben, les gens avec qui j'ai des conversations sur une bonne bière, des fois on parlait de Pils, puis un des grands reproches de la bière commerciale, les grandes Pils commerciales
nord-américaine, c'est que ben, il manque de goût. Ou alors, justement, on utilise le riz. Pourtant, ça se défend quand même, non? Ben, ça se défend en quelque sorte parce que les gens, puis je ne veux pas accuser personne, mais les gens qui vont accuser le riz comme étant la pire céréale, faut pas oublier Mhm. qu'il y a des amateurs de saké. Et qu'est-ce que du saké? Mhm. Ben, du saké, c'est une bière de riz. Ouais. Là, je ne suis pas un Ah, c'est expert. une bière? Ben, en tout cas, Parce que le, c'est quoi? C'est 20% typiquement, hein? le saké, Ouais. je ne suis pas un expert en saké. Je pourrais pas te dire, mais Mais c'est un alcool fait à base de riz, en tout cas. Ça, c'est oui, sûr. effectivement. Donc, c'est un alcool basé, puis la méthode de brassage, elle est semblable. Pas pareil, mais Ah, OK. semblable à celle de la bière. Est-ce que tu es conscient d'une différence notable entre le brassage, mettons, pour la bière, puis à base de riz? Parce que je sais qu'il a existé dans le temps des bières ou en tout cas des boissons fermentées à base de riz en Chine. Une des plus anciennes traces de brassage de bière date de à peu près il y a 9000 ans. Dans Mhm. une tombe à Jiaou, on a trouvé des baies, on a trouvé des traces de riz, puis peut-être même du miel. C'était vraiment un cocktail explosif, là. Puis c'était sur une tombe funéraire. Fait que ça a mené des chercheurs à penser que la première utilisation des bières était peut-être de créer un pont à travers l'alcool vers des ancêtres morts. On était longtemps à croire que l'origine de la bière venait de l'Égypte. Mhm. Parce que même dans des hiéroglyphes, on voit des preuves de boulangerie. Il y a des Mhm. hiéroglyphes qui datent d'il y a 4000 ou 5000 ans. Mhm. Mais à force de creuser, de fouiller, de pousser, on a longtemps à dire que c'est eux qui ont amené les premiers pains et les premières bières, mais non, c'est 11 000, 12 000 ans en Chine. On commence à regarder loin en maudit, mais oui, ça viendrait de là, là. Puis c'est juste que ce que je trouve, c'est que à chaque 2 3 ans, on fait une nouvelle découverte, non seulement sur les origines archaïques, même pré-archaïques, si le mot existe, de la bière, mais en plus, on découvre d'autres pans de civilisation dont l'existence est inconcevable à une époque aussi reculée. Le meilleur exemple, c'est Göbekli Tepe, qui est en Turquie, qui est un site qui prédate Stonehenge de plusieurs milliers d'années, puis Stonehenge, c'est quand même vieux. Et puis là-dedans, on a trouvé des espèces de cuves avec une capacité de tu sais, quasiment une centaine de litres. Là. Je me rappelle pas de la figure exacte, mais ce site-là, il est bizarre à plusieurs niveaux. D'abord, il a été volontairement et consciemment enterré, donc caché. Puis il a été construit avec ou par des gens qui, selon toute l'indication, étaient des nomades parce qu'il n'y a aucun autre grand exemple de civilisation autour, c'est-à-dire de gens sédentaires qui ont un surplus qui est disponible pour payer pour le monde qui vont le construire. Donc, a priori, il n'y a pas de raison d'expliquer pourquoi un site d'une telle sophistication existe dans une place où est-ce que c'est surtout pas des gens qui sont sédentaires. Puis après ça aussi, il y a des traces d'alcool là-dedans. Il y a aussi des traces de rites funéraires. Puis il y a aussi des traces d'une civilisation avancée. Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce que c'est pas un indice que la bière aurait été faite pour d'autres raisons que la nutrition? Et à cause de ça, est-ce que ça n'aurait pas été un facteur clé pour l'établissement d'une société sédentaire et agraire? Puis ça, là, ça amène vraiment beaucoup de choses. Puis moi, ce que ça me fait demander, c'est quel genre de céréales est-ce qui poussait dans ce coin-là? C'est une bonne question. C'est toutes des bonnes questions. Mais tu sais, on peut malheureusement seulement spéculer. Ou presque. Ce qu'on sait, c'est. On ne sait pas les types de céréales qui étaient utilisés à l'époque. On ne sait Mhm. pas les types de. On sait que le houblon est vraiment pas si vieux que ça, parce que c'est arrivé beaucoup plus tard. Mhm. Et on sait aussi que la levure, la découverte de la levure, ça vient de pas si longtemps que ça, là. Mhm. La levure, je te parlais d'il y a 4000 ans, les Égyptiens, mais les Égyptiens, ils faisaient de la pâte, puis ils gardaient la farine ou peu importe la céréale, ça faisait des bulles. Et eux, dans leurs écrits, c'était de la magie. Ils faisaient de la magie. Ils ne comprenaient pas exactement ce qui s'était passé, mais c'est clairement qu'il y avait de la levure qui était récupérée à l'intérieur de tout ça. Mhm. Mais on ne savait pas que c'était de la levure. On ne savait pas c'était quoi. Ça a pris du temps. Et tu as parlé de pasteuriser tout à l'heure. Mhm. C'est M. Pasteur qui a découvert
qui a finalement découvert ce que la levure était, qui a vraiment prouvé que c'était un organisme, un champignon, Mhm. un micro-organisme qui vient avoir une influence. Et là, on parle de très récent. Là. C'est quoi? Mhm. C'est 1878? Là, je ne suis pas fort en C'est, histoire. je pense, la deuxième moitié du 19e siècle. OK. J'ai ça décrit quelque part. Mais... C'est écrit, donc c'est vrai. Mais Pasteur, c'est un personnage important, puis je pense qu'il mérite sur notre studio un podcast complet parce que c'est un individu à plusieurs facettes dont l'histoire reflète les balbutiements de la science, mais reflète aussi le degré incompréhensible d'ignorance qu'il y avait à l'époque par rapport à des choses qu'on prend pour acquis. Puis quand je dis incompréhensible, je dis c'est difficile pour nous, dans le confort de l'Occident moderne, de s'imaginer que quelqu'un, à une époque quand même assez récente, doit vraiment faire beaucoup d'efforts pour arriver à des conclusions qui, pour nous, sont des, tu sais, des prix pour acquis, si on veut. Pasteur, en plus, sa personnalité est intéressante. C'est un homme d'une grande sensibilité. Donc, il a fait toutes sortes de tests. Il a travaillé sur des vaccins, il a travaillé sur des maladies infectieuses notamment. Et puis, ça, c'est au tout début de la découverte de trucs comme des antibiotiques. Tu sais, c'est tout nouveau, là. Mhm. Donc, évidemment, le monde font n'importe quoi. C'est l'époque où est-ce que la cranéologie est encore une étude pas nécessairement dominante, mais pas complètement rejetée non plus, qui ça donne à dire que ta personnalité, ton intelligence peuvent être mesurées en fonction du type de bosse que tu as sur ton crâne. Évidemment, on sait que c'est n'importe quoi et que c'est fondamentalement basé sur de l'air, mais ça jouissait d'une grande crédibilité dans certains cercles pendant le 19e siècle, qui est d'ailleurs le siècle des errements côté idéologie. Bref, fin de la parenthèse, Louis Pasteur, lui, là, il s'intéresse à guérir des animaux, puis tu sais, les protéger. Fait qu'à un moment donné, il y a des tests qui sont conduits sur des chiens dans lesquels on introduit des bouts de moelle épinière dans leur crâne pour les protéger de X ou maladie. Il va faire des trucs sur les moutons aussi. Mais pauvre, pauvre gens qui travaillent avec lui. Pauvre chien aussi, c'est que au moment où est-ce qu'on veut faire les tests sur les chiens, le pasteur, à un moment donné, il est en train de dire ouais, je suis pas sûr que je veux que ça arrive finalement parce qu'il a peur pour les chiens, il a peur qu'on les maltraite. Puis je pense que je le comprends. À l'époque, je pense qu'on maltraitait à peu près tout le monde. Mhm. Mais dans le fond, il a fallu que les gens le convainquent que les chiens n'allaient pas avoir trop de douleur pour que lui, il les laisse se faire opérer. Bref, grande sensibilité. Puis son parcours aussi, il se fait engager par un laboratoire de bière pour garder la bière, pour travailler sur le problème de la... pas la pourriture, mais la contamination des bières. OK. Puis c'est lui qui décide de combattre le feu par le feu, c'est-à-dire que la bière tombe malade, on va combattre la maladie par la maladie, puis c'est comme ça que la pasteurisation arrive. C'est comme ça que lui-même il arrive avec des recommandations d'aseptiser pour éviter que les contaminants qu'il a été capable de conceptualiser deviennent un grand problème. Mais tu sais, la pasteurisation, elle existait bien avant. Ça faisait longtemps là, qu'on faisait beaucoup monter la température, qu'on faisait bouillir ou presque bouillir la bière pour créer une transformation à partir du houblon. Mais il est très possible que dans l'Antiquité, le concept de bouillir, c'était plutôt freestyle ou style libre. On faisait chauffer une soupe, puis ta soupe, quand tu ne buvais pas tout de suite, elle fermentait. Le chaudron devenait une soupe populaire de bière, qui était très populaire. On mettait une paille dedans, on buvait dedans, puis ça, c'était la pratique courante à Soumer. Puis là, on se mettait sous avec sa mère. Mais, quel étrange jeu de mots. C'est sûr que c'était très communautaire, fait qu'il y avait vraiment des gros pots, puis tout le monde buvait dedans en même temps, puis c'était, comment je peux dire ça, c'était limité par le temps, parce qu'après ça surissait, puis ça se préservait mal. Mais bref, tout ça pour dire que la bière, ça varie pas mal dans le temps puis dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Puis tu sais, on parlait de pain liquide, puis je te parlais aussi d'une espèce de symposium là, dans les années 50, 60, où est-ce que tu sais, on se pose la question, qu'est-ce qui est venu en premier, le pain ou la bière? Ben, il est très possible qu'au tout début de l'histoire du monde, ça a été ni l'un ni l'autre. C'était genre, il y avait des grains dans de l'eau, puis des levures dans l'air, puis ça a fait quelque chose d'alcoolisé. Ça se peut fort bien. Oui, on le saura jamais, on n'a pas été là. Non, puis il y a des choses qui, malheureusement, c'est que de la spéculation, parce qu'on peut pas. Il y a des choses qui se vérifient pas, malheureusement, mais Mhm. il y a bien des choses. J'aimerais pouvoir visiter certains endroits, justement, ou certaines époques, plutôt, Mhm. et de voir comment ça s'est passé exactement.
Ben, on va demander à nos facilitateurs puis à nos supporters de nous aider à construire une machine à voyager dans le temps. Puis après ça, on va y aller ensemble. Parfait. On va juste essayer de ne pas faire déraper l'histoire du monde au complet. Puis, c'est ça, on parlait de l'importance de la céréale, on parlait de la seigle, ou plutôt du seigle. Je ne sais pas honnêtement s'il faut dire le ou la. En tout cas, seigle comme céréale. Oui, Tu me disais que ça changeait le goût. oui. Puis moi, je trouvais ça intéressant comme céréale parce que au Moyen Âge, le seigle, ben même aujourd'hui, c'est une céréale qui pousse très bien en hauteur, tu sais, dans le nord. C'est robuste. Mais c'est sujet à des attaques par des champignons un peu parasitaires. Fait que le seigle, dans le fond, ça ajoute quoi à la bière? Ça dépend du côté en tant que brasseur. Ça dépend de ce que tu recherches, dans le Ça fond. dépend de ce que tu recherches. Parce Ouais. que c'est certain qu'il y a un côté très chimie Mhm. à la bière. Parce que tantôt, je te parlais quand que les premiers brassins qu'on a fait, il fallait vraiment calculer la chaleur parce que ta céréale vient se faire manger par la levure à un moment donné. On veut les sucres. Et c'est Mhm. les sucres qui sortent de la céréale. Si ta chaleur n'est pas assez élevée, ton sucre reste dans la céréale. Si ta Mhm. chaleur est trop élevée, tu tues ton enzyme. Donc, ça te prend vraiment la chaleur parfaite. Mais ça, c'est pour un type de céréale. Mhm. Là, il y a d'autres céréales que les températures recherchées sont différentes. Donc, si tu cherches un brassin différent, si tu as de l'équipement différent, si ton environnement est différent, tu peux vouloir rechercher une céréale qui, le point pour aller chercher les sucres, est à une température différente. Il y en a qui sont plus faciles à aller chercher des sucres que d'autres. Il y en a qui en produisent beaucoup plus que d'autres. Et ces sucres-là, est-ce qu'ils sont aussi fermentables que d'autres? Ça aussi, c'est pour ça que la céréale peut avoir un gros impact sur ta bière. Si tu Mhm. planifies tes choses d'avance. Même chose pour la levure. C'est fou comment il y a énormément de sortes de levure. Parle-nous un peu de la levure, puis de son rôle, puis je pense, de la façon dont elle mange le sucre. Ben, la levure, même si on parle de levure de pain ou Mhm. de la levure pour faire du yogourt, du fromage ou quoi que ce soit, là, les levures, c'est un champignon, c'est un micro-organisme qui vient manger les sucres et les transformer en gaz carbonique. Mhm. Du gaz carbonique, c'est ce qui fait les bulles dans votre liqueur favorite. Euh, donc, imaginez si on fait une pâte et qu'on fait faire des bulles à l'intérieur. C'est ce qui va avoir comme effet de faire gonfler votre pâte. Donc, Mhm. c'est pour ça que si on met une sorte de levure dans du pain, ça va gonfler peut-être un gâteau, peu importe. Mais il y a des types de levures qui, en plus de faire du gaz carbonique, vont également créer des formes d'alcool. Ah, OK. Donc, tu viens de m'éduquer, là. C'est pas toutes les levures qui vont, en plus de générer du dioxyde de carbone, créer de l'alcool éthylique. Non, c'est pas toutes les levures qui vont faire Intéressant. ça. Sinon, on pourrait virer une brosse en mangeant du pain. Ou en se lichant une part de notre corps qui a été infectée par une levure. Oui, et il y en a qui seraient heureux de pouvoir faire ça, mais non, c'est ça. C'est pas toutes les levures qui vont créer des alcools et c'est pas tous les alcools qui sont désirables non plus, parce qu'il y a différents types d'alcool. Et différentes levures peuvent aboutir à différents types d'alcool? Ben, il y a plusieurs types d'alcools qui sont produites par la plupart des levures, mais il y en a en pourcentage différent. Quand on regarde la liste des levures, hier soir, je regardais justement un livre qui vient de la Belgique et il y avait 73 différentes levures qui pouvaient vendre. Je suis certain que ce pas les seuls qui existent, mais cet endroit-là pouvait vendre 73 différentes levures. C'est parce que c'est beaucoup, là. Et justement, aujourd'hui, on boit une bière qui a une levure particulière, Mhm, qui a été isolé, qui a été choisi méticuleusement pour son rôle. qui a été choisie. Mais pourquoi ils ont choisi cette levure-là? J'ai pas parlé au brasseur que tu connais, parce que moi, je le connais pas. Mais la Kvek, K-V-E-I-K, qui se trouve Mhm. être la levure utilisée, c'est une levure, il y a des gens qui aiment ça dire une levure viking, c'est norvégien. C'était sur des fermes de Norvège, de ce que j'ai pu comprendre. Mais une des particularités de cette levure-là, c'est que tu peux faire fermenter ta bière à 10-12 degrés
plus élevé Celsius, plus élevé qu'une bière normale. Donc, C'est très chaud, ça. ben oui. Oui, parce 10 degrés Celsius, là. oui, oui, oui. Parce que normalement, quand tu fais fermenter ta bière, c'est autour de 20-25 degrés peut-être. 19 à 24 peut-être. Sauf si tu fais des bières de basse. Ouais, ben oui, évidemment, je dis ça, mais je parle de dalle, pas de Oui, pils. exact. Si on Ouais. fait des halles, des L, ce que la plupart des micros vont offrir, c'est à peu près ça. Un 22, 23, 24 degrés Celsius. La Québec, on est dans les 30, 35, 36, 37. Et ça fermente bien. Mais c'est bizarre, ça. Pourquoi est-ce que la Norvège, qui est un pays nordique, aurait besoin d'une levure qui puisse bien grandir à une température genre tropicale? Ça, faudrait étudier la chose. Moi, je pense que toi et moi, là, on doit faire un voyage là-bas en Norvège, puis on va aller voir les autorités locales, puis on va leur demander des comptes Aucun problème. pour que la vie ait du sens à nouveau pour nous. Aucun problème. Moi, je suis partant. Ben oui, j'étais partant dès le départ. Fait il y a la Quebec, qui est une levure absolument bizarre, qui a des bons résultats, dans le fond, en température plus élevée. Puis ça, c'est intéressant pour différents climats ou pour différentes raisons ou pour différentes céréales. Mais ça me fait penser, je voulais vraiment te poser la question, puis je la retiens depuis tantôt. Il n'y a pas juste un type d'alcool qui est créé par la levure en général. Il y a certains types de levures qui vont générer un ratio d'autres types d'alcool que tu ne veux pas nécessairement. Puis c'est là-dessus que je voulais t'aiguillonner. Parle-nous des risques associés à ça. Quel genre d'alcool est-ce qu'on ne veut pas avoir dans notre bière? Là, tu me poses une colle. C'est quelque chose qu'on apprend un peu dans le cours de biérologue, mais que j'ai vraiment mis de côté comme Parce que toi, tu es un connaissance. optimiste. Tu t'intéresses à ce que tu peux boire, pas à ce qui pourrait te tuer. Mais oui, il y a différents alcools que tu ne veux pas avoir, mais que tu n'as pas le choix d'avoir, mais tu vas avoir dans une forme tellement C'est basse ça. Ouais. que ça goûte pas et que ça met pas la vie ou la santé des gens. Ça, c'est clé aussi, hein, parce que ce que je crois comprendre, j'ai eu une conversation intéressante avec Jocelyn Lachance, qui est chargé de projet à la Shop à Malte. Et puis, lui, ben, il brasse beaucoup, puis c'est un... Voyons, j'oublie, je me mélange toujours entre microbiologiste puis microchimiste, mais je pense qu'il est plus en microbiologie. Il connaît bien la bière, puis comment brasser, puis c'est un peu... Il y a une approche scientifique. Puis lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que il y a toujours une quantité infime, il y a souvent une quantité très infime, genre négligeable, inconséquente, de méthanol. Mais si tu étais pour boire une shot de méthanol, ça te scraperait pas mal. Scraperait. Ça t'incommoderait assez pour susciter une hospitalisation. Fait que là, depuis ce temps-là, moi, évidemment, en tant que brasseur à domicile, je me dis, quand je brasse de la bière, quand j'ai le temps, hey, je voudrais pas qu'il y ait du méthanol là-dedans. Finalement, c'est pas un vrai risque. Il n'y a aucun risque que si je brasse de la bière chez moi, je vais générer du méthanol. Mais là, tu me parles de différents types d'alcool qui existent. Puis évidemment, ça suscite ma curiosité parce que de la façon que Jocelyn m'expliquait ça, c'est que quand tu regardes ta molécule d'alcool, tu es toujours à 2-3 atomes de carbone près de l'essence. Tu veux pas boire de l'essence. Évidemment, tu peux pas juste boire de la bière puis courir le risque d'ajouter 2-3 atomes de carbone. Ça se passe pas comme ça. Non. Il faudrait beaucoup de chaleur. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Ça va loin, non? Ça va très loin. Mes cours de chimie organique sont très, très loin. Les liens sont inexistants. Mais oui, quand on commence à regarder en chimie organique, carbone, hydrogène, et là, tu peux te ramasser avec du 18, 20, 30 atomes dans un élément, mais dans une molécule. Et 2-3 hydrogènes de plus, puis on change complètement la donne. C'est fascinant le monde des atomes. Puis c'est fascinant le monde de la bière. La bière que je vois comme étant un kaléidoscope de la société, des goûts, du temps, des gens, des sociétés, des cultures. Puis ce qui est fascinant aussi, c'est toutes les conversations, souvent étrangement ouvertes, qui naissent à propos de ça, qui peuvent être encouragées et malheureusement aussi des fois découragées par l'alcool. Bref, tout ça pour dire que c'est le temps d'une bière, puis que je suis très content que tu sois avec nous pour, et là-dessus je lève mon verre, le temps d'une bière. Mais merci à toi, mon cher. Merci beaucoup. Puis à vous, là, qui nous écoutez, ou qui nous regardez, ou qui nous endurez, ben écoutez, si vous aimez notre contenu,
Ça pourrait être votre contenu. Vous pouvez nous écrire, communiquer avec nous, nous suggérer des idées. On est toujours preneurs. On aime savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, là, à la maison ou sur votre vélo ou quelque part en campagne ou dans les Pyrénées au pire. Je vous rappelle que cet épisode vous est présenté par les bières philosophales. Ils sont à Mirabel, sur la rue J.A. Bombardier, au 1834. Ils sont très gentils. Allez là-bas, surtout un dimanche. Et jasez-leur beaucoup. Et je vous mets au défi de leur parler d'alchimie. C'est des gens bien et ils ont une belle approche. Surtout, il y a de la sympathie, puis de l'expertise, puis de la bonne bière. Donc, je les remercie, je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.